Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Aloula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le Conseil de la concurrence rend son avis concernant la réglementation des prix des carburants liquides. Le plafonnement des prix et des marges bénéficiaires des carburants est un choix qui ne sera pas suffisant et judicieux d'un point de vue économique, affirme le Conseil de la concurrence. Le Maroc a été choisi pour la tenue des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Dans le cadre des préparatifs pour l'organisation de ces assemblées, le ministre de l'économie et des finances s'est entretenu à Rabat avec la vice-présidente de la Banque mondiale et le secrétaire général du FMI. Et puis, page culturelle, le Grand Prix Atlas décerné cette année à l'écrivain Ahmed Boukous et au traducteur Hamid Gissous et Azdin Chentouf. 28 ouvrages étaient en lice lors de cette 25e édition. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Conseil de la concurrence a rendu son avis concernant la réglementation des prix des carburants liquides. Selon l'avis présenté en conférence de presse par le président du Conseil, Driss Ghraoui, le plafonnement des prix et des marges bénéficiaires des carburants liquides est un choix qui ne sera pas suffisant et judicieux d'un point de vue économique, concurrentiel et en termes de justice sociale, estime le Conseil de la concurrence. Mohamed Aitlishkar. Enfin, l'avis tant attendu du Conseil de la concurrence. Premier constat à l'adresse du gouvernement. Si il opte pour le plafonnement des marges bénéficiaires des carburants liquides, le Conseil de la concurrence, après une étude approfondie, considère que cette décision n'est pas suffisante pour apporter des solutions aux problèmes structurels du marché et par conséquent n'est pas judicieuse d'un point de vue économique, concurrentiel et en termes de justice sociale, c'est-à-dire de protection du consommateur et de préservation de son pouvoir d'achat. Le Conseil de la concurrence considère ainsi que la dynamisation de la concurrence sur le marché des hydrocarbures ne pourra pas se réaliser en agissant uniquement sur le segment aval du marché à travers la réglementation des prix de détail et des marges. Le Conseil recommande plutôt d'agir sur les autres niveaux de la chaîne de valeur pour avoir un processus concurrentiel intégré, englobant aussi l'amont du secteur. Premier levier recommandé, le raffinage. L'activité de raffinage, à travers le maintien du raffineur local actuel, la Samir, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour ce faire, mais aussi d'ouvrir l'activité du raffinage à l'investissement privé d'une part, mais aussi à l'investissement dans le cadre du partenariat public-privé. Le Conseil de la concurrence recommande ensuite au gouvernement d'agir pour renforcer la capacité nationale de stockage, y compris par l'encouragement de stockeurs indépendants. Quant à la troisième recommandation, elle vise la mise en place de mécanismes à même de stimuler la concurrence dans le segment de la distribution. Nouvelles stations d'essence et même des stations indépendantes. Et enfin, un quatrième levier d'action du gouvernement, et il est relatif à la régulation technique du secteur. Il s'agit de confier à l'Agence nationale de régulation de l'énergie la mission de régulateur technique dans le secteur des hydrocarbures. Bref, le Conseil de la concurrence considère que le secteur des hydrocarbures a besoin d'une refonte globale pour pallier aux dysfonctionnements de nature structurelle qui touchent toute sa chaîne de valeur. Le chef du gouvernement Saad Al-Othmani a eu des entretiens cet après-midi avec la vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale et le secrétaire général du Fonds monétaire international, et ce dans le cadre des préparatifs pour l'organisation des assemblées annuelles de ces deux institutions prévues en octobre 2021 à Marrakech.
Effectivement, le Maroc a été choisi donc pour accueillir ces assemblées annuelles dans 2 ans dans la cité ocre. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, s'était entretenu avec les 2 hauts responsables des institutions monétaires et bancaires internationales. Le choix porté sur le Maroc parmi plusieurs pays est un signal fort des avancées réalisées par le Royaume. Khadija Zarwal et Nissel Hamdaoui. Dans ce tour de table, d'imposantes personnalités du monde de la finance. La vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale, le secrétaire général du Fonds monétaire international et le ministre de l'économie et des finances. Ils sont en réunion de préparation d'un événement d'envergure, l'assemblée annuelle de ces 2 grandes institutions. Elle prendra place sur le sol marocain, à Marrakech, en octobre 2021. Sur 13 pays candidats, le choix porté sur le Maroc est loin d'être fortuit. Le Maroc a été choisi pour ses nombreux atouts, notamment pour sa stabilité, sa sécurité et également pour l'expérience qu'il a accumulée dans l'organisation d'un grand nombre d'événements comme la COP22 et bien d'autres rencontres organisées dans le Royaume. Cette rencontre mettra en avant le Royaume du Maroc, ses remarquables réalisations, la beauté du pays, l'hospitalité de son peuple et l'attrait de ce pays. L'événement rassemblera le monde au Maroc et portera le Maroc vers le monde. À Marrakech, le Gotha de l'économie et de la finance abordera des sujets d'intérêt mondial. Les participants à cette prochaine grand-messe discuteront de grandes questions d'économie et de finances internationales et bien d'autres sujets d'actualité mondiale, les changements climatiques, les revenus dans le monde et la question du genre. Ce qui est important à souligner, c'est que le monde entier aura les yeux braqués sur le Maroc dans 2 ans. Le Maroc a fait montre de grande motivation et d'engagement pour assurer le plein succès à l'organisation de ces assemblées annuelles. Dans le cadre des efforts visant à faire face aux menaces terroristes liées à l'organisation dite État islamique, le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire a réussi ce vendredi à démanteler une cellule terroriste composée de 5 extrémistes, dont un ancien détenu dans le cadre de la loi antiterroriste, s'activant dans la ville de Safi, indique le ministère de l'Intérieur. Cette opération a permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches et de manuscrits à caractère extrémiste, fait savoir le ministère dans un communiqué, ajoutant que le suivi a révélé que les suspects âgés entre 21 ans et 36 ans ont fait allégeance à Daesh et planifié de rallier les rangs de ce groupe terroriste sur la scène syro-irakienne en coordination avec un de ses membres sur le terrain avant d'exprimer leur disposition à adhérer à son agenda destructeur en vue d'attenter à la sécurité et la stabilité du royaume. L'un des prévenus a tenté lors de sa présence dans un pays subsaharien d'obtenir une recommandation en vue d'intégrer un des groupes affiliés à Daesh actifs dans la région du Sahel selon le ministère. Les mises en cause ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Il est l'un des plus grands barrages du royaume, Bin Louiden. Il connaît un taux de remplissage de plus de 70%, une importante hausse par rapport à une année plus tôt en raison de la bonne pluviométrie qui caractérise cette saison. Le barrage est connu pour un rôle vital, l'irrigation des terres agricoles des régions de Tedla et El Haouz. Il profite ainsi à des cultures comme l'oléiculture, tout comme autres superficies fourragères. Sarah Katir, Imanable. De la verdure à perte de vue, les superficies agricoles se portent bien grâce à un pourvoyeur d'eau, le barrage Bin Louiden, une source d'irrigation qui fait les beaux jours des cultures locales. Les eaux du barrage sont d'une extrême importance pour des cultures comme la betterave sucrière et l'oléiculture. Le barrage Bin Louiden irrigue environ 70 000 hectares. La région est connue pour une production agricole diversifiée. Il y a les céréales automnales, la betterave sucrière, l'olivier, les agrumes et les cultures fourragères.
Un apport bénéfique à ces superficies de la région Bnimel al-Khnefra. Les réserves en eau du barrage Bilwiden enregistrent cette année de bonnes performances avec des retenues d'eau qui ont atteint 1,130 milliard mètres cubes. Ces ressources d'eau ont permis à tous les barrages du bassin d'Omarbi d'atteindre un important taux de remplissage, 47,4% jusqu'à cette date. C'est une hausse importante par rapport à l'année dernière où ce taux ne dépassait guère les 25%. Au niveau du barrage Bilwiden, le taux de remplissage est de 71,3%, soit 866 millions de mètres cubes durant cette même période de l'année précédente, qui a enregistré un taux de pas plus de 21%. Le troisième plus grand barrage du royaume est d'un intérêt vital pour le secteur agricole. 120 000 hectares sont irrigués par ces eaux au niveau des régions de Tadla et El Haouz. Une nature si bien faite. Et afin de faire face à la demande croissante en eau potable dans la région de l'Ayoun Saqia al-Hamra, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a eu recours aux techniques de dessalement de l'eau de mer dès 1977 dans la ville de Boujdour. Une nouvelle station de dessalement a vu le jour il y a quelques années et permet de répondre aux besoins des habitants de la ville. Reportage Hassan Tabbaï, Nourdin Sabir sur un commentaire de Zakaria Mokhimbil. Construite il y a 3 ans, la station de dessalement de l'eau de mer de Boujdour permet d'augmenter la capacité de production de l'eau potable au niveau de la ville. Cette unité assure la couverture des besoins des habitants. Cette station de dessalement de mer est considérée comme un projet pilote dans la province de Boujdour. Il nous a permis d'éradiquer le déficit enregistré dans la ville de Boujdour. Aussi, il nous a permis d'assurer l'alimentation en eau potable sur toute la ville et lier tous les quartiers qui ne sont pas branchés sur les réseaux de distribution de la ville de Boujdour. Les différents procédés de traitement sont au diapason des standards de qualité. Une réalisation d'envergure, les habitants de Boujdour s'en félicitent. Avec l'expansion urbanistique, Boujdour connaît une demande croissante en eau potable. Ces dernières années, grâce aux efforts qui ont été entrepris, l'eau est disponible en abondance dans notre ville. Les besoins des habitants sont satisfaits. Aujourd'hui, Boujdour se porte très bien. Grâce à la station de dessalement de l'eau de mer, 95% des besoins de la population en eau potable sont couverts. La ville côtière a déjà connu des projets de dessalement de l'eau de mer dans le passé. Dès 1977, une première station assurait un débit de 250 mètres cubes par jour d'eau potable. Cette capacité progresse avec les rénovations des unités. Aujourd'hui, cette technique représente un moyen efficace de production de l'eau potable dans la ville. Le modèle marocain en matière de lutte contre le terrorisme, une référence au niveau régional et international grâce à son efficacité, c'est ce qu'a souligné à Varsovie le ministre délégué chargé de la coopération africaine. Intervenant lors d'une session sur le thème lutte contre le terrorisme et financement illicite dans le cadre de la conférence internationale sur le Moyen-Orient à Varsovie, Mohsin Jazouli a expliqué que la lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul pays. Cette tâche exige la mobilisation de la communauté internationale et l'implication de tous les pays pour relever ce défi qui affecte toutes les régions du monde. On reste à Varsovie. Le vice-président américain Mike Pence a exhorté les Européens à se retirer de l'accord nucléaire sur l'Iran, accusé de déstabiliser le Moyen-Orient. Pence a menacé Téhéran de nouvelles sanctions encore plus sévères, à moins que l'Iran ne change son comportement dangereux et déstabilisateur, a souligné donc le vice-président américain. C'était lors d'une conférence co-organisée avec la Pologne sur la sécurité au Moyen-Orient. Et puis le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, annonce des élections générales anticipées pour le 28 avril. Le chef de l'exécutif espagnol a précisé qu'il a communiqué ses décisions à Sa Majesté le roi Felipe VI d'Espagne. J'ai proposé la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives pour le 28 avril, a déclaré devant la presse le dirigeant socialiste en poste depuis à peine 8 mois. Un pari risqué alors que selon plusieurs sondages récents, son parti pourrait arriver en tête, mais
sans alliés suffisants pour gouverner. Le gouvernement espagnol a fait face cette semaine à un blocage représenté par le rejet par le Congrès des députés du projet du budget de l'État pour 2019. Et puis au Nigeria, par contre, c'est demain que 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Le président sortant qui brigue un second mandat, Muhammadu Buhari, affrontera l'opposant Atiku Abubakar. Le candidat de l'opposition du Parti populaire démocratique a choisi Peter Obi, ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Iglo, pour le seconder. Les élections de demain s'annoncent être un véritable défi pour ce pays de 190 millions d'habitants, présenté en 2015 comme un exemple démocratique en Afrique. Retour chez nous, émouvantes obsèques cet après-midi à Rabat de feu Abdelrahman Achour, qui fut directeur de la radio nationale entre 1986 et 2003. Le défunt, également ancien gouverneur chargé de la communication, à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, était décédé hier dans l'après-midi à Rabat des suites d'une longue maladie. La prière du mort a eu lieu après la prière du vendredi à la mosquée Al-Ansari et le défunt a été inhumé au cimetière Sidi El Saoud au quartier Hayr Riyad à Rabat. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء فكذبوه ما فاز تكونوا ثقيلوا هذه Page culturelle à présent, le prix Grand Atlas décerné à l'écrivain Ahmed Boukous et aux traducteurs Hamid Gsous et Azdine Chentouf, initié par l'ambassade de France au Maroc. Le prix Grand Atlas, qui fête son 25e anniversaire, est une distinction d'une grande importance qui permet de soutenir l'édition francophone au Maroc et de mettre en exergue l'importance de la lecture et de la traduction. 28 ouvrages étaient en lice lors de cette 25e édition. Nous retrouvons Mounia Marouche. Son écriture romanesque nous plonge dans la vie de Tanit, une héroïne qui tente de s'affranchir du joug du conservatisme et de s'émanciper. Voilà ce qui caractérise le roman Rhapsodie de Tanit la captive du sociologue Ahmed Boukous, récompensé dans la catégorie de la fiction francophone. La thématique, c'est la violence qui est faite contre les femmes. Mais il y a beaucoup de poésie dans le roman. Il y a aussi un très grand intérêt pour la musique, pour la chanson et aussi pour la tradition orale marocaine. Quant au prix de la traduction, il a été décerné à Hamid Gsous pour son travail sur le roman La matière de l'absence de Patrick Chamoiseau. Azdine Chentouf a été également primé pour la traduction de l'essai L'écriture du désastre de Maurice Blanchot. Ces œuvres ont été décernées selon un certain nombre de critères bien définis. Les critères, c'est pour la traduction évidemment la qualité de la traduction, mais aussi la qualité de l'ouvrage traduit et la manière dont il coïncide avec un public, dont il permet d'ouvrir un peu les rapports et la culture de part et d'autre. Cette soirée a été également rythmée par la lecture en français et en arabe des poèmes de l'écrivain français Michel de Guy. Une manière de rendre hommage à la traduction qui permet de diffuser la pensée contemporaine. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous retrouverez Nisseline Naouzdar. À bientôt.